Bonjour à Attends, toutes et à attends, tous. attends, attends, attends. Pardon. Encore deux, encore un. Ah, et là, il faut admettre. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, mais je trouve plus pour l'enregistrement. Zut, Ah, ça va recommencer. Mince. Au si ça secours. y est, tu es en train d'enregistrer là, c'est bon. Ça y est. Ah ben je Ah, vois, j'ai pas le petit point rouge. ouais, mais moi, je vois que tu l'as. Bon, eh ben c'est bien. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la troisième visioconférence des Amis du Monde Diplomatique de l'Aude. Les Amis du Monde Diplomatique, c'est une association de lecteurs actifs, militants, qui travaillent main dans la main avec le mensuel Le Monde Diplomatique depuis 25 ans cette année, qui vont continuer encore pendant quelques dizaines d'années, voire quelques siècles. Avant de commencer la conférence en tant que telle, je vais vous faire un peu la présentation des gens que vous devez voir à l'écran. De haut en bas, en haut, ben c'est moi, Bernard Dauphiné, correspondant des Amis du Monde Diplomatique pour l'Aude, membre du conseil d'administration des Amis du Diplôme. En dessous, Dany Bruet, correspondant des Amis du Diplôme pour Aix-en-Provence, qui lui est membre du bureau des Amis du Monde Diplomatique. En dessous de Dany, vous avez Élodie Bonafous, qui est un des piliers des Amis du Monde Diplomatique de l'Aude, qui sera votre porte-parole en fin de conférence pour vous rapporter les questions que vous aurez pu poser, je précise bien, par écrit, puisqu'on ne va pas interrompre la conférencière. Et à propos de la conférencière, en dessous d'Élodie Bonafous, vous avez Anne-Cécile Robert, qui est une habituée des conférences des Amis du Monde Diplomatique, un peu partout en France et à l'étranger. Dans l'autre, ça va être la cinquième ou sixième conférence qu'elle nous donne. La première en distanciel, puisque c'est le vocabulaire qu'il faut apporter maintenant. Anne-Cécile Robert, qui est journaliste au monde diplomatique, directrice des éditions internationales, professeure associée à l'université Paris 8, et qui, au monde diplomatique, s'occupe plus particulièrement de l'Afrique subsahélienne. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et elle a eu une autre spécialité, c'est le droit européen, c'est qui était sa formation de base. Et autre point intéressant à connaître, c'est Anne-Cécile qui fait le lien entre la rédaction du Monde diplomatique et notre association. C'est elle qui représente le diplôme dans les réunions du conseil d'administration et du bureau. Elle est ici aujourd'hui avec nous pour nous parler de son dernier livre que vous devez voir en fond d'écran, Dernière nouvelle du mensonge. Je ne vous en dirai rien de plus parce que je pense qu'elle est mieux placée que moi pour vous en parler. Madame Robert, vous avez la parole. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend correctement dans ces conditions un peu bizarres. C'est la première conférence des amis que je fais comme ça à distance. Je préfère de très loin les conférences qu'on fait en chair et en os. Dans l'autre, j'ai d'excellents souvenirs avec Dany Bruet aussi, et en général avec les amis. Mais bon, on est obligé de faire avec les moyens du bord et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Donc je suis, malgré toutes ces contraintes, très contente de répondre une nouvelle fois à l'invitation des Amis du Monde Diplomatique, et qui est une association extrêmement importante, comme Bernard Dauphiné l'a rappelé, pour l'indépendance du monde diplomatique. Si vous avez des questions à ce sujet, je serais ravie d'y répondre. Bernard et Dany m'ont demandé très gentiment de parler de mon dernier livre qui s'appelle Dernière nouvelle du mensonge. Je suis assez contente du titre, je dois dire, parce que je suis allée dans une librairie, il faut toujours aller dans les librairies, il y a quelques jours, et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de livres sur la question du mensonge. Et je vais essayer de vous expliquer en quoi le mien diffère un peu des autres et ce qu'il peut apporter à la réflexion que nous sentons tous nécessaire en tant que citoyens sur la vérité et le mensonge. Parce que l'actualité, que ce soit, je ne sais pas moi, les fake news,
tous les mensonges d'État. J'ai une pensée émue pour la regrettée Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui nous avait dit qu'on n'avait aucun problème de masque, qui après nous avait expliqué qu'elle, en tant que ministre, elle ne savait pas mettre un masque. Bon, le mensonge est une réalité à laquelle nous sommes confrontés tous sans arrêt, régulièrement, depuis longtemps. C'est aussi un phénomène ancien. Je crois que la question des mensonges d'État, de la propagande de guerre, est une question très, très ancienne. J'imagine qu'en cherchant, on trouverait des textes de Platon sur le mensonge. Alors tout ça pour vous dire pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'en parler aujourd'hui, et qu'est-ce que j'ai essayé de faire d'un peu différent, d'un peu original sur ce sujet ancien. La première chose, c'est que dans la réflexion que je vous propose sur le mensonge et que je partage avec vous maintenant, j'ai voulu prendre de la distance, me distinguer, me départir, dirait-on en français châtié, de l'attitude un peu moralisatrice qui domine aujourd'hui sur cette question. Quand je dis attitude moralisatrice, c'est que, par exemple, vous avez des gouvernements, le gouvernement d'Emmanuel Macron, le gouvernement de Joe Biden aujourd'hui, qui nous disent le mensonge, c'est en fait toujours des gens méchants, des populistes, des démagogues qui le profèrent. Alors, ils pensent évidemment à Donald Trump, ils pensent à Viktor Orban, le président hongrois. Donc, le mensonge, dans un certain discours dominant, c'est quelque chose qui est en fait l'apanage, la production spéciale de gens méchants, de gens pas bien, les populistes, les démagogues à la Trump ou à Viktor Orban. Alors, autre attitude moralisatrice sur le mensonge, celle des grands médias qui aujourd'hui ont des services de décodage, des services de vérification de l'information, et qui donc les placent dans le rôle des gentils, puisqu'ils vont vérifier l'information. Donc quand je dis attitude moralisatrice, je veux dire que celui qui parle du mensonge se met, lui, dans le camp de la vérité, lui ou elle, hein, bien sûr, dans le camp de la vérité et du bien. Emmanuel Macron et Joe Biden sont dans le camp du bien contre Trump et Viktor Orban. Les médias qui nous proposent des services de décodage ou de vérification des faits, fact-checking, se posent en garant de la vertu journalistique. Alors, vous me voyez venir avec mes gros sabots, et puis vous êtes lecteur du Monde diplomatique pour la plupart d'entre vous, vous savez très bien que ces attitudes moralisatrices ne tiennent pas debout. Les grandes démocraties ne sont plus si vertueuses qu'elles le prétendent. Monsieur Macron et son gouvernement ont été pris en flagrant délit de mensonges à propos des masques, à propos du traitement de la pandémie en général, ou même le numéro de manière de voir du Monde diplomatique consacré aux fake news cite un Emmanuel Macron prétendant que l'Arabie saoudite n'est pas un gros client des ventes d'armes françaises, ce qui est un mensonge éhonté. Donc, cette attitude moralisatrice et vertueuse de la part des grandes démocraties ne tient pas debout. L'attitude des grands médias qui se posent en décodeur ne tient pas debout non plus entièrement. Enfin, c'est intéressant de décoder et d'essayer de vérifier les informations, mais d'abord, c'est le boulot normal d'un journal. Et puis, il n'empêche que ça permet aux grands journaux, Libération, Le Monde, de faire oublier qu'ils ont été eux-mêmes pourvoyeurs de fake news, d'un Fox, dans le passé. Quand les grands journaux comme Le Monde ou Libération relayaient la propagande de guerre de la France au Kosovo ou en Libye, c'était bien aussi une forme de mensonge. Donc voilà, dans ce livre, je ne veux pas me situer en moralisatrice. Je pense que sur la question du mensonge, il n'y a pas les bons et les méchants. Et que la question du mensonge et de la vérité est une question un peu plus compliquée que des raisonnements binaires ou manichéens, et qu'on peut tous se retrouver dans des zones grises
c'est les zones grises qui m'intéressent, de la vérité et du mensonge. On ne peut pas, c'est la deuxième idée qui découle de la première, on ne peut pas se contenter sur la question du mensonge, dont nous constatons tous l'invasion, de dire on va lutter contre les méchants, on va démasquer les méchants, on va pourfendre les méchants. Il faut essayer, en fait, de se poser une autre question. Autre question que celle de la morale et du bien et du mal. Et puisque le mensonge est un phénomène ancien, la bonne question, en tout cas à mon avis, que je voudrais partager avec vous, c'est pourquoi, si le mensonge est aussi ancien dans les pratiques humaines et sociales, pourquoi est-ce qu'il prend autant d'importance aujourd'hui? Pourquoi est-ce que on en parle autant? Pourquoi, question connexe, sommes-nous autant dans la confusion? C'est-à-dire pourquoi, au fond, des citoyens, dans des démocraties quand même un peu avancées comme les nôtres, où il y a des écoles, où les gens sont un peu cultivés et formés, pourquoi est-ce qu'un nombre significatif de personnes ne distinguent plus la vérité du mensonge? Et pourquoi est-ce qu'ils s'embarquent finalement dans des complots? Pourquoi est-ce qu'ils vont valider les discours complotistes? Pourquoi est-ce qu'ils vont finalement se laisser embobiner aussi facilement? Pourquoi est-ce que les gens ont de nos jours autant de difficultés à distinguer le bien du mal, le vrai du faux? Alors, vous avez compris, la réponse que je souhaite apporter à cette question n'est pas de dire: «Il faut lutter contre les méchants», elle est de s'interroger sur le fonctionnement de nos sociétés. En fait, l'idée que je défends, entre autres dans le livre, c'est celle, qu'en fait, si on a autant de mensonges aujourd'hui, c'est parce que nos sociétés démocratiques en particulier, puisque c'est celles dans lesquelles nous vivons, ne sont plus capables de produire la vérité. C'est le fonctionnement de nos sociétés, c'est-à-dire le fonctionnement collectif, les structures de la société, qui brouillent la distinction entre la vérité et le mensonge. Et c'est ce fonctionnement qu'il faut interroger, plutôt que de chercher des coupables en disant, par exemple, c'est la faute des réseaux sociaux. Beaucoup de livres, j'ai regardé ça encore, comme je vous disais tout à l'heure, dans la librairie que je visitais hier, beaucoup de livres incriminent les réseaux sociaux. À mon avis, les outils ne sont pas le problème. Les outils que sont les réseaux sociaux ne sont que des amplificateurs, ne sont que des miroirs grossissants. Et c'est parce que si les réseaux sociaux ont ces effets dévastateurs, c'est parce que nos sociétés, comme je commençais à vous le dire, nos démocraties ne sont plus capables de produire la vérité. Elles ne sont plus capables de distinguer la vérité du mensonge. Elles sont structurellement mensongères. Nos sociétés sont devenues structurellement mensongères. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une autre idée du livre, c'est que le mensonge n'est pas quelque chose comme un trésor caché qu'il faudrait découvrir en cherchant, un petit peu comme un explorateur avec une carte au trésor. Le mensonge, c'est pas, la vérité, c'est pas quelque chose qui serait à découvrir. De mon point de vue, le mensonge, c'est la vérité, et vous allez voir pourquoi j'ai ma langue à fourcher sur le mensonge. La vérité, c'est une construction sociale. La vérité est, en fait, quand je dis que c'est une construction sociale, c'est-à-dire que la vérité dépend de la culture générale, dépend de la culture des citoyens, dépend du débat public, dépend de la capacité des citoyens à raisonner et dépend de la capacité du débat public. C'est-à-dire que la vérité, selon moi,
c'est davantage une construction collective qu'un objet caché à découvrir et qu'un individu seul pourrait trouver. Même si, effectivement, un individu seul qui lit, qui réfléchit, peut évidemment contribuer à la manifestation de la vérité. Mais la vérité est plus que quelque chose qu'une production individuelle, une construction collective. Exemple, je vais prendre 2-3 exemples pour illustrer ce propos. C'est embêtant là parce que je parle devant un écran noir, j'ai des petites vignettes dans un coin, donc c'est un peu difficile pour moi parce que j'aime bien interagir avec les gens. Mais bon. Donc je vais prendre 3 exemples pour illustrer ce que je viens de dire, la vérité comme construction sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, dans les années 80, 1980, c'est pas si vieux que ça, les soviétiques faisaient circuler une photo. C'était une photo qui montrait une boulangerie à Paris avec des gens, une dizaine de personnes, qui faisaient la queue devant la boulangerie. Et les soviétiques faisaient circuler cette photo en expliquant aux populations russes et aux populations du bloc de l'Est, vous voyez, à Paris aussi, les gens font la queue pour avoir du pain. À Paris aussi, on manque de pain et les gens font la queue devant les boulangeries pour avoir du pain. Alors évidemment, vous l'avez deviné, cette photo avait été prise un dimanche à midi et les gens faisaient la queue devant la boulangerie, non pas parce qu'on manque de pain à Paris, mais parce qu'ils s'étaient levés tard et que tout le monde sortant à la même heure, il fallait, le boulanger mettait un peu de temps à servir tout le monde. Alors cette anecdote triviale illustre que un fait brut, illustré, vous me voyez toujours là parce que mon écran a sauté, oui. Un fait brut, comme l'image d'une queue devant une boulangerie, ne dit rien en lui-même. Si vous ne donnez pas le contexte, si vous n'expliquez pas, si vous ne dites pas où, quand, comment, vous ne dites pas la vérité. Et pourtant, il est incontestable, cette photo est vraie, elle n'a pas été retouchée, elle n'est pas truquée, elle est vraie. Donc c'est en ce sens que je dis que si on veut comprendre la vérité, il faut admettre qu'elle dépend aussi d'une mise en contexte et éventuellement d'une discussion publique. Deuxième exemple, pour illustrer, le débat d'aujourd'hui sur la dette. Vous savez tous que la France est un pays endetté et un gros déficit public. Et personne aujourd'hui, à ma connaissance, ne conteste l'existence de cette dette. Donc c'est un fait. En revanche, vous avez des interprétations diamétralement opposées sur l'origine de cette dette, sa composition, ses conséquences, et sur le point de savoir s'il faut l'annuler, pas l'annuler, la rembourser en totalité ou pas en totalité. Donc, on voit encore un cas où vous avez un fait, mais qui ne dit pas la vérité en elle-même. Il est vrai qu'il y a une dette, mais la vérité de cette dette n'est pas la même du point de vue du MEDEF, par exemple, du mouvement des entreprises de France ou du gouvernement français, que pour les économistes atterrés, que pour la Commission européenne, que pour les salariés ou les classes populaires qui vont éventuellement devoir rembourser cette dette. Donc si on veut la vérité sur la dette, il faut à partir de faits, c'est pour ça que la vérité, c'est pas non plus n'importe quoi, hein. C'est pas Donald Trump vous montrant un téléphone comme ça et vous expliquant c'est un hélicoptère. Ça, c'est n'importe quoi. Mais en revanche, on peut dire qu'à partir de faits partagés, la vérité, c'est-à-dire le sens qu'on donne à des faits, ne peut être qu'une construction collective. Dernier exemple, et je vais poursuivre mon raisonnement pour qu'on puisse discuter, les éoliennes. Les éoliennes sont des moyens de produire de l'énergie sans polluer. C'est un fait que personne ne conteste. En revanche, vous avez toute une polémique
entre écologistes eux-mêmes, pour savoir si, effectivement, si le jeu en vaut la chandelle quand on met par exemple des éoliennes dans l'océan, les pêcheurs se plaignant que les éoliennes perturbent les poissons, ou si vous mettez, j'étais l'autre fois du côté en Touraine, je visitais un château, et il y avait une campagne non aux éoliennes dans les champs parce que ça va gâcher la vue pour les visiteurs du château. Bon, vous avez un débat pour savoir si, du point de vue de ce que le Conseil d'État appelait dans les années 1930 la sauvegarde de l'esthétique, c'est joli ça, la sauvegarde de l'esthétique, si il vaut le coup d'installer des éoliennes partout. Donc c'est en ce sens que je soutiens que si on veut la vérité d'un fait, la vérité d'une société, il faut absolument admettre que celle-ci est sujette à discussion. Et je cite un autre exemple dans le bouquin, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette photo d'une infirmière qui manifestait pour demander des moyens pour l'hôpital public et qui avait été jetée par terre par la police et menottée. Donc ça avait ému beaucoup de gens. Et le lendemain, vous avez eu dans je ne sais plus quel journal un article disant bah oui, mais cette infirmière, juste avant d'être jetée par terre et menottée, elle avait jeté des cailloux sur les policiers. Et on voyait une photo plein cadre et on la voyait jeter des cailloux. Et puis le surlendemain, ah oui, mais elle jetait peut-être des cailloux, mais elle avait été provoquée. Là, vous aviez une troisième photo montrant la police repoussant les manifestants infirmiers. Et vous avez eu toute une polémique entre les gens de Mediapart, les gens de Daniel Schneiderman, les gens d'Arrêt sur Image, etc., pour donner le sens de cette photo. Donc, c'est en ce sens que je dis que la vérité est une construction sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir le fin mot de quelque chose s'il n'y a pas discussion publique. Et s'il n'y a pas, par ailleurs, le temps de la réflexion en faisant le pari sur l'intelligence critique des citoyens. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut arriver à chasser le mensonge, il faut arriver à chasser aussi, réciproquement, ce qu'on appelle les vérités officielles. Parce que si le mensonge a pris autant de place dans nos sociétés contemporaines, c'est aussi parce que nos démocraties, depuis les années 1980, nous ont habitués à ce que j'appelle, ou ce que d'autres ont appelé les vérités officielles. Par exemple, souvenez-vous la regrettée Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni, nous expliquant qu'il n'y a qu'une seule politique économique possible. Sous-entendu, la mienne, celle de Margaret Thatcher, est la meilleure. Ça s'appelle une vérité officielle. Nos amis, les gens des Amis du monde diplomatique se souviennent des conférences qu'on a organisées dans les années 1990-2000 pour expliquer que la politique économique héritée de Margaret Thatcher devait être discutée, contestée, que le libéralisme, le libre-échange étaient seulement des politiques possibles parmi toutes sortes de politiques et qu'on pouvait imaginer des politiques keynésiennes et qui sont des politiques sociales ou socialistes. Mais pendant des années, on a été, dans nos démocraties, confrontés à des vérités officielles, en matière économique en particulier. Souvenons-nous de François Mitterrand, le président de la République française, socialiste, affirmant à la télévision « Contre le chômage, on a tout essayé ». Phrase que personnellement je qualifie de monstrueuse. Contre le chômage, on a tout essayé. La version mitterrandienne de la phrase de Margaret Thatcher, il n'y a qu'une seule politique économique possible. Et ça correspond au moment où François Mitterrand convertit les gouvernements de gauche à l'européisme, au libéralisme, au néolibéralisme et au libre-échange. Et souvenez-vous, à l'époque, on n'avait pas le droit de critiquer, on se faisait traiter d'irréaliste, d'utopiste, voire de menteur, de démagogue, etc. Donc on a eu une vérité officielle. La construction européenne a été le lieu aussi des vérités officielles pendant très longtemps. On ne pouvait pas critiquer la construction européenne. On a commencé à pouvoir la critiquer en 2005, quand on a eu le débat sur le traité constitutionnel européen.
Mais pendant un moment, c'était ça ou rien. C'était la construction européenne telle qu'elle est ou rien. Je viens de Jean-Marie Cavada, c'est André Bellon qui cite ça dans son livre Une nouvelle vassalité, que je vous recommande. Jean-Marie Cavada, je crois que c'était au moment du traité de Maastricht, expliquant que ceux qui critiquent le traité de Maastricht devraient se souvenir d'Auschwitz. Donc c'est quand même une façon d'imposer une vérité, c'est-à-dire si vous n'êtes pas pour le traité de Maastricht et la monnaie unique, vous êtes finalement en train de préparer le retour des camps de concentration. C'est quand même une façon de concevoir le débat public un petit peu curieuse. Donc, nos démocraties ont réhabilité depuis une trentaine d'années les vérités officielles qui sont destructrices du débat public, destructrices de l'esprit critique et préparent, à mon avis, l'éruption à laquelle nous assistons aujourd'hui des complotismes, des fake news, des infox, des intox et des discours fabuleux sur Internet. Il y a quelque part, chez les citoyens, une saturation qui peut expliquer une saturation des vérités officielles, qui peut expliquer leur perméabilité, si j'ose dire, aux fake news et aux discours complotistes. Ils en ont tellement soupé des vérités officielles qu'ils sont prêts à croire n'importe quoi et n'importe qui. Donc, plutôt que d'incriminer les réseaux sociaux, plutôt que d'incriminer les démagogues et les populistes, que de toute façon nous aurons sur le dos, quoi que nous fassions, il importe, si on veut réhabiliter la vérité, si on veut renouer avec des débats publics un peu sereins, de repenser l'espace public, notamment l'espace du débat public, en admettant que certaines choses doivent être soumises à la discussion. On parlait tout à l'heure de la politique économique, mais pendant très longtemps, tout le travail des gouvernements de droite et de gauche a été de sortir la politique économique du débat public, en disant c'est comme ça et pas autrement. Donc là, il faut, à mon avis, réhabiliter le débat public en admettant que la personne avec laquelle on discute puisse avoir raison, c'est-à-dire, ça paraît bête comme chou ce que je suis en train de vous dire, mais il faut arriver dans un débat public en se disant « je pense que j'ai raison, et je vais défendre mon point de vue, mais je ne suis pas forcément convaincu d'avoir raison ». Pourquoi je fais cette distinction entre penser avoir raison et être convaincu d'avoir raison? Parce que si vous êtes convaincu, ça ne sert à rien de discuter puisque vous êtes convaincu. Donc, il n'y a pas besoin de débat. Vous êtes convaincu, c'est fini. Donc là, il ne s'agit pas de débat, il s'agit de combattre. Et si vous regardez la plupart des débats, entre guillemets, officiels à la télévision, sont en fait des combats entre des gens qui n'ont absolument pas envie d'écouter l'autre, mais qui sont plutôt là pour l'affronter. Donc, renouer avec le sens du débat, comme l'exprimait Condorcet sous la Révolution française, vous vous souvenez de Condorcet sous la Révolution française, qui évoquait le débat libre et raisonné, c'est-à-dire on réfléchit, on avance des arguments, on les partage avec d'autres, on pense effectivement qu'on a raison, donc on expose, on compte son raisonnement, mais on conserve à l'esprit que le citoyen qui est en face de nous a lui aussi un point de vue, qu'il a réfléchi, et que peut-être il a raison sur un point, sur deux points, pas forcément sur tout, mais sur une chose ou une autre, et en ce sens, conserver un doute que défendait notre ami René Descartes. Vous vous souvenez de Descartes, le philosophe, avec son discours de la méthode. C'est l'un des pères fondateurs du rationalisme. On oublie souvent que la pensée rationnelle ou rationaliste de Descartes commence par un doute. Hein, le rationalisme, ce n'est pas imposer des dogmes, c'est au contraire mettre des choses en doute. Descartes commence par douter. Et donc, il me semble qu'il faut qu'on renoue avec un doute, pas douter de tout, et là c'est le relativisme, et on devient paniqué parce qu'on ne sait plus quoi penser, tout se vaut, c'est la confusion. Non,
un doute méthodique et constructif qui nous fait avancer, remettre en cause nos préjugés, remettre en cause les préjugés, remettre en cause nos a priori, et puis finalement accueillir la pensée de l'autre dans un esprit civique et démocratique. Tout ça implique évidemment de prendre le temps. Or, dans les sociétés contemporaines, contrairement à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est souvent dans la dictature de l'urgence, même quand parfois on n'est pas obligé d'aller vite. Mais on nous dit, ça c'est le règne des plateaux télé. Monsieur machin, résumez-nous votre pensée en 30 secondes. Hein, c'est Pierre Bourdieu qui avait essuyé ça il y a quelques années, interviewé par, je crois, la regrettée Claire Chazal. En 30 secondes, résumez-nous votre pensée. Pierre Bourdieu, 30 ans de recherche, devait résumer sa pensée en 30 secondes. Il faut se départir de cette dictature de l'urgence, prendre le temps de discuter et admettre que la vérité est une construction sociale qui implique de faire le pari sur l'intelligence critique des citoyens. Ça implique aussi un peu d'éducation, bien sûr, hein, que l'éducation et la culture règnent en maître dans notre société, et qu'on prenne le temps de discuter les uns avec les autres et de confronter des points de vue. Et il me semble qu'à partir de là, on pourra avoir un usage tout à fait sain des réseaux sociaux. Il y aura forcément des gens, des allumés de la tête, qui continueront à agir comme des bêtes de meute et à insulter les gens sur les réseaux sociaux en racontant qu'il n'y a pas eu d'avion sur les tours du World Trade Center. Mais ces phénomènes seront marginaux et à mon sens, on pourra utiliser sainement les réseaux sociaux et peut-être aurons-nous sur les plateaux télévisés, je ne parle pas de CNews évidemment, des débats un peu plus intéressants. Voilà ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre et que j'ai grossièrement résumé dans la petite demi-heure qui m'était impartie, avec l'idée non pas de vous dire tout ce qu'il y a dans le livre, ce qui n'est pas possible, mais de lancer suffisamment de pistes pour que vous puissiez commenter, critiquer, abonder ou contredire, et qu'on essaie de discuter ensemble de ce phénomène de l'invasion de l'espace social par le mensonge et de la manière de rétablir une forme de vérité propice à la construction d'un espace social libre, raisonné et démocratique. Merci de votre attention. Merci à toi, Cécile. Mais maintenant, on va voir un peu les réactions que vous avez pu avoir, vous tous et vous toutes, de l'autre côté de vos écrans. Quelle réflexion vous a inspiré l'intervention d'Anne-Cécile? Est-ce que vous avez des questions précises à poser sur certains points? D'après ce qu'on a pu voir, ce sont davantage des réactions, des réflexions que vraiment des questions. Ça va être difficile de faire une synthèse, de poser une question bien précise. Moi, j'ai vu au passage quelqu'un qui dit pourquoi faire dater les premiers mensonges d'État de 1980? Alors c'est une question très importante parce qu'effectivement, j'y ai fait allusion, je crois, au tout début de mon propos, on a toujours connu les mensonges d'État, hein, en particulier dans les périodes de guerre où les gouvernements nous mentent sur le progrès des armées pour ne pas démoraliser les populations, etc. Donc effectivement, il y a toujours eu des phénomènes de mensonges d'État. Et de mensonges et de vérités officielles. Ce qui me semble nouveau, et c'est pour ça que je mets le curseur aux années 1980, c'est que d'abord on assiste à une invasion quantitative des vérités officielles et des mensonges. Mais surtout, ce qui est nouveau, au-delà de la quantité, qui peut être le produit des outils, là, pour le coup. Ce qui me semble nouveau, c'est que cette propagation du mensonge se fait en plein cœur de démocraties qui sont pour la plupart en temps de paix. Quand on avait des mensonges d'État ou des vérités officielles, c'était souvent soit qu'on était dans des régimes autoritaires, soit qu'on était dans des périodes d'exception, genre guerre mondiale,
c'est un phénomène de vérité officielle aussi répandu dans un cadre démocratique me semble assez nouveau. Autre chose qui me semble assez nouveau, c'est que ça correspond, en particulier pour des pays comme la France, à une période où vous avez une alternance politique entre la droite et la gauche, et on constate que la droite comme la gauche pratique les vérités officielles et le mensonge, toujours dans le cadre démocratique. On avait eu les mensonges de l'Union soviétique, hein, qui effaçaient même les gens des photos, vous vous souvenez, les opposants qui disparaissaient du jour au lendemain, on les effaçait même des photos. Donc on avait eu ça, mais dans le cadre de la démocratie, des partis de gauche et de droite qui se mettent eux aussi de la même manière à pratiquer les mensonges d'État et les vérités officielles, ça me semble assez nouveau. Et pourquoi les années 80 précisément? Parce que ça correspond à la fin de l'affrontement Est-Ouest, à la fin des grands affrontements idéologiques et à ce que certains ont appelé la fin de l'histoire. Moi, je ne crois pas du tout à la fin de l'histoire, hein. Mais disons que l'idéologie, le discours sur la fin de l'histoire, aboutit à l'idée que si c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus de questions. C'est fini, circuler, il n'y a rien à voir. La fin de l'histoire, ça veut dire qu'il n'y a plus de grandes interrogations sur le devenir de l'être humain, sur les progrès possibles de la société. Donc, on est dans un éternel présent auquel il faut s'habituer, d'où le rôle des vérités officielles pour nous faire accepter un présent qui n'est pas forcément marrant. Hein, parce que la société libérale, libre-échangiste dans laquelle on est depuis les années 80, elle s'accompagne du chômage, des inégalités, de la paupérisation des services publics. Ce n'est pas forcément une société marrante. Et les vérités officielles sont là pour nous faire accepter ces sociétés. Donc c'est pour ça, pour répondre à la question un peu longuement, qu'il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau depuis les années 80 dans le phénomène des mensonges et des vérités officielles. Merci beaucoup. Merci aussi pour cette présentation. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier. Alors, une question vraiment concrète pour le coup, parce que comme disait Bernard, il y a beaucoup d'échanges et effectivement, il est un peu difficile de tout synthétiser. Donc, de fait, le mensonge est-il une obligation pour gouverner? Vous y avez un peu répondu, mais peut-être l'étayer. Merci. Ça, c'est une question difficile. En tout cas, et là je pense aux années 1980 particulièrement, il faut rompre avec l'idée que ça serait obligé, qu'il serait obligatoire de mentir. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir des années 80, et j'en veux beaucoup à François Mitterrand pour ça, c'est installer une vision cynique de la politique. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. On est dans le débat libre et raisonné, hein. Vous pouvez, je vous livre la manière dont je réfléchis aussi. Il me semble que François Mitterrand et la pratique du pouvoir depuis a donné une image cynique de la politique qui a marqué des générations entières, à droite comme à gauche. Et moi, j'ai plus de problèmes avec ce qui se passe à gauche, évidemment, mais c'est général partout, comme disait ma grand-mère. Donc, il faut, en tout cas, je ne sais pas s'il est nécessaire de mentir, en tout cas, il faut lutter contre l'idée que c'est obligatoire de le faire et que c'est normal. Je crois qu'on peut, et qu'il est important de réfléchir au pouvoir et à la pratique du pouvoir. D'ailleurs, Dany et Bernard, j'aimerais bien qu'on réfléchisse avec les amis à ce que c'est qu'une pratique démocratique et progressiste du pouvoir. Parce qu'on constate avec notre 5e République chérie qu'on pratique toujours le pouvoir de la même manière, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est-à-dire de manière verticale, autoritaire, centralisée. Est-ce qu'il y aurait une façon progressiste de pratiquer le pouvoir et qui limiterait finalement le mensonge? Et la dernière chose que je voulais dire pour répondre à la question en essayant d'être le plus honnête possible, donc 1, le mensonge n'est pas obligatoire, 2, il n'est pas nécessaire,
3, si jamais on était obligé de mentir, pour X raisons, parce qu'il y aurait un motif impérieux d'intérêt général, eh bien, il faudrait, une fois les circonstances terminées, avouer devant les citoyens et démissionner pour se faire réélire. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un principe de responsabilité. Si jamais, par exemple, vous mentez parce que vous avez peur de provoquer une panique dans la population, en donnant une information sur une épidémie, par exemple. Prendre un exemple parfaitement, je ne sais pas pourquoi je pense aux épidémies, très curieux comme idée. Bon, en admettant, hein, eh bien, il faudrait, que ce soit exceptionnel, et 2, qu'immédiatement après, il y a un principe de responsabilité, c'est que vous disiez une fois la pandémie terminée, j'ai été obligé de vous mentir, je le regrette, je démissionne et je me représente devant les électeurs pour leur redemander leur confiance par un vote. L'art de la démission se perd aujourd'hui. La démission, c'est aussi une façon de redemander aux électeurs leur approbation et leur soutien. Pardon, je fais des réponses trop longues, je vais essayer de faire plus court. J'ai essayé d'être honnête par rapport à cette question qui n'est pas simple, hein. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, pour aller plus loin, donc justement, vous avez dit dans votre intervention que nos démocraties ne sont plus capables de produire la vérité. Et donc, une question qui demande un petit peu, donc avec le devoir d'informer, de publier que l'on a aujourd'hui, quand y a-t-il la possibilité de se taire? Voilà, donc peut-être d'éviter aussi le mensonge par ce biais-là. Je ne suis pas sûre de comprendre la possibilité de se taire. Oui, C'est-à-dire? alors c'est une question dans le chat, donc j'avoue que comme elle ne vient pas de moi, je n'ai peut-être pas retranscrit exactement la pensée de ce monsieur. Donc je vous lis toute sa question, donc ça sera peut-être plus clair. Donc vous avez dit, nos démocraties ne sont plus capables de produire la vérité. Cependant, la démocratie ne peut pas être la libre diffusion de mensonges. L'information, c'est la rigueur de l'information. C'est la rigueur. Il existe toujours le doute, le respect des personnes, des faits, des propos. Et la question, donc, avec le devoir d'informer ou de publier, quand y a-t-il la possibilité de se taire? Voilà, je ne sais pas si... C'est vrai que le silence est une question démocratique, effectivement. Est-ce que vous devez, parce que la personne qui pose la question se réfère à l'information et au devoir d'informer, est-ce qu'il y a des cas où il est préférable, quand on est un journaliste, de se taire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on sait et qu'on ne doit pas dire? Ça, c'est une question de déontologie professionnelle. Il y a par exemple, dans le cadre du journalisme de guerre, des confrères qui se soumettent au secret d'État, au secret défense, et qui vont du coup, qui vont par conséquent, au nom des intérêts supérieurs de l'État, s'abstenir de révéler un certain nombre de choses, par exemple une bavure de l'armée française au Sahel. Bon. Ça, à mon avis, c'est un mélange des genres. Les journalistes ne sont pas là pour relayer la propagande d'État. Ils sont là pour informer, ce qui ne veut pas dire être irresponsable, hein. Par exemple, les journalistes qui révéleraient, comme ça a été le cas, hein, je ne vais pas citer le nom parce que c'est une personne qui est en difficulté en ce moment, qui craint pour sa vie, mais qui, à mon avis, a commis une faute professionnelle, hein, en révélant l'identité d'agents secrets à l'étranger. Au nom du devoir d'informer, cette personne et ce média ont donné le nom d'agents secrets. C'était des agents américains qui participaient aux actions de déstabilisation des États-Unis au Proche-Orient. Non, c'était en Amérique latine. Bon, bah ça, à mon avis, on n'est plus dans le devoir d'informer, puisqu'on met des vies en danger. Là, ça s'appelle jouer au lier blanc. À partir du moment où ces agents secrets participent à la politique étrangère des États-Unis qu'on juge néfaste, eh bien, on a le droit de les dénoncer. Ça me paraît tout à fait discutable et contestable. Après, et c'est l'autre problème de la période, c'est que l'une des manières de répondre à la question que vous posez,
j'ai parlé de la déontologie, c'est de se référer à la conscience. Peut-être que dans nos époques médiatiques, émotives, émotionnelles, on oublie, trop souvent d'interroger sa conscience et que le narcissisme, la volonté de se mettre en avant, de faire un coup, chez les journalistes, ça s'appelle faire un scoop, sortir une information avant les confrères, insulter quelqu'un sur un réseau social pour ce qui est de ou partager trop vite une information, ben voilà, c'est plus amusant que de prendre le temps de la réflexion. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je crois que nos sociétés nous désincitent à interroger nos consciences, peut-être même à oublier, nous incitent à oublier qu'on en a une de conscience. Après tout, c'est ce qui fait l'être humain, hein, le libre arbitre et la liberté de conscience. D'accord. Alors, encore 2 questions que j'ai vues passer. Il y en a une qui est partie, je vais la retrouver. Faut-il s'inquiéter de l'idéologie du tout profit qui progresse dans les rédactions des médias? Alors, effectivement, le mensonge se propage d'autant plus vite que les outils, qui sont supposés, nous permettre, de distinguer la vérité du mensonge, sont soumis de plus en plus à des logiques de profit. Et vous citez les rédactions des journaux, c'est bien souvent la logique du profit qui fait qu'à la place d'une émission de discussion, d'information ou de débat, on va avoir un pugilat, entre des personnalités, qui ont peu réfléchi sur la question qu'elles sont supposées traiter. On va remplacer les enquêtes journalistiques par des micro-trottoirs qui coûtent moins cher. Vous avez dû remarquer comme moi que la plaie des micro-trottoirs se répand autant dans la presse écrite que dans les journaux télé. Le micro-trottoir, c'est le niveau zéro du journalisme. C'est-à-dire que vous sortez, vous pointez votre micro, vous prenez un noir, un blanc, une femme, un homme, un jeune, un vieux, et vous copiez-collez des morceaux de leur témoignage et tac, vous avez soi-disant un regard équilibré sur l'information. Et ça, pourquoi dis-je que c'est le niveau zéro du journalisme? C'est-à-dire que ça ne vous permet pas de mettre en perspective, d'expliquer, d'interroger, de poser des questions, et finalement de faire votre travail de décryptage. Et ça aussi, c'est lié à la loi du tout profit que vous évoquez. Parce que faire un micro-trottoir, ça coûte beaucoup moins cher que d'envoyer un journaliste faire une enquête plusieurs mois. Faire une enquête, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Or, de moins en moins d'organes de presse ont les moyens de faire ce type de travail. Donc, micro-trottoir. Donc oui, il faut s'inquiéter de la loi du tout profit, en général et en particulier dans la presse, et également dans le secteur de l'éducation nationale. Vous avez remarqué que le service public de l'éducation nationale en France souffre d'un manque de moyens. Vous allez me dire, que vient faire le tout profit là-dedans? Eh bien, c'est lié au fait que le lien avec le tout profit est double. Le premier, c'est que la puissance publique est paupérisée de par les exigences de profit imposées par les organisations européennes. L'Union européenne réfléchit en matière de comment il faut avoir des comptes équilibrés, ne pas avoir de déficit, etc. Même si le déficit est justifié, après tout, si pour éduquer les enfants, il faut avoir un peu de déficit, où est le problème? Et l'autre problème, c'est que pendant qu'on paupérise l'éducation nationale, eh bien, on ouvre des universités privées, des business schools, et c'est ce qui se passe en ce moment avec l'université en France, hein. L'université en France est paupérisée. Pendant ce temps-là, vous avez des universités privées, des business schools, qui ne vont pas former des citoyens libres et éclairés, mais des gens qui vont s'insérer sur le marché du travail. Et le tout profit déforme aussi l'éducation nationale, puisqu'on demande à l'éducation nationale non pas de former des citoyens, mais d'adapter les jeunes au marché du travail, ce qui n'est quand même pas la même chose. Donc oui, 3 fois oui, pour répondre à votre question, il faut se méfier de la loi du tout profit dans tous les secteurs. Elle est propagatrice de mensonges parce qu'elle abrutit les gens et elle abrutit la société.
D'accord. Alors, on avait justement une question par rapport au système donc, de l'éducation nationale, mais vous avez répondu aussi en allant un petit peu plus loin dans ce que vous venez de nous dire. Deux questions restent encore. Si je n'en ai pas oublié, je repasserai dans le chat. Donc, vous avez dit que une des réponses pour lutter en fait contre ce mensonge, c'est le débat public. Mais de fait, comment l'organiser, puisque vous nous avez bien dit qu'il était difficile de débattre, enfin, sauf pour faire de l'audience ou du profit. Donc, comment pourrait-on organiser le débat public? Bah, déjà, ce qu'on est en train de faire là, avec les amis du monde diplomatique, c'est une contribution à l'idée même de débat public. C'est une façon de montrer par l'exemple que le débat public est possible. Parce que dans la dégradation du débat public, il y a aussi une dimension idéologique qui consiste à nous faire croire qu'on n'est plus capable d'avoir des débats publics. Je fais allusion là très précisément à un certain discours qui se répand sur l'idée que en fait, les citoyens sont un peu abrutis. Les gens, entre guillemets, vous entendez ça, les gens ne comprennent rien. Les gens croient en tout ce qu'on leur raconte. Souvenez-vous, après le 21 avril 2002, c'est un peu ancien, mais ça m'avait frappé, quand Jean-Marie Le Pen s'était retrouvé au deuxième tour de la présidentielle et que Lionel Jospin avait été éliminé, l'épouse de Lionel Jospin, Sylviane Agacinski, avait dit « c'est la faute aux électeurs ». Bon, oui, évidemment, Madame Agacinski, en démocratie, c'est les électeurs qui décident, mais cette phrase était assez emblématique d'un mépris pour les électeurs. On en avait fait l'accroche de notre bouquin, André Bellon et moi-même, petit bouquin qu'on avait fait qui s'appelait « Le peuple inattendu ». Et donc, pour reconstruire le débat public, il faut déjà y croire. Il faut déjà être d'accord avec l'idée que les citoyens, les individus, peuvent réfléchir, peuvent participer à la discussion publique et qu'on peut, quand on se donne les moyens, avec l'éducation nationale, avec des associations comme les Amis du monde diplomatique, avec des journaux comme Le Monde Diplo et d'autres, participer à l'élévation générale de la société. Et ça implique d'avoir confiance en l'être humain. L'un des soucis de notre époque, c'est qu'on n'a plus confiance en l'être humain. Une vision pessimiste de l'être humain s'est développée, qui fait que, par exemple, on va dire il vaudrait mieux confier le pouvoir aux experts. Parce que les citoyens ne comprennent rien, ils ne sont pas capables de comprendre. Vous voyez? Donc, il faut déjà qu'on renoue avec une certaine confiance. Si les citoyens parfois se laissent berner par les complots, ce n'est pas qu'ils sont idiots par nature, c'est que la société est propice à la propagation des complots. Mais qu'un citoyen qui baignerait dans une société démocratique avec des gens comme vous et moi qui sommes d'accord avec l'idée du débat et qui voulons, comme on le fait maintenant, travailler à la construction du débat public, eh bien, c'est vrai au niveau du débat public. Je terminerai, parce que je fais des réponses trop longues, par une anecdote. Mon père, paix à son âme, enseignait le français dans un lycée professionnel. Et un jour, il est inspecté et l'inspecteur lui demande à mon père quel est le programme de votre cours, et mon père dit je vais faire étudier à ses élèves qui étaient élèves en maçonnerie un poème de Verlaine. Et l'inspecteur il dit oh, un poème de Verlaine à des élèves de maçonnerie, vous n'y pensez pas, ils n'y comprendront jamais rien. Ce type de mépris de classe est extrêmement répandu. En fait, il était bien évident que les élèves de maçonnerie, avec peut-être un bagage culturel moindre au départ que les autres, étaient parfaitement capables de comprendre Verlaine. Donc, le débat public, c'est une question d'état d'esprit aussi, de respect de l'autre, de confiance dans la démocratie et dans le débat public. Et c'est avec ça qu'il faut renouer aujourd'hui. Et surtout, prendre le temps. Merci. Alors, une question qui prolonge un petit peu ce que vous venez de nous dire. Selon vous, qui pourrait initier cette synthèse collective? Et une deuxième question qui recoupe, donc je vous donne les deux en même temps. Donc, qui pourrait initier la synthèse collective? Et en sachant qu'aujourd'hui, l'opinion demande quand même des réponses claires,
En fait, comment peut-on convaincre quand parfois on ne sait pas, justement? D'abord, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'opinion. Je vous renvoie là à un article de Pierre Bourdieu paru en 1973 qui s'appelle «L'opinion publique n'existe pas». L'opinion publique n'existe pas. Bourdieu explique en fait beaucoup de choses dépendent des fabrications par les médias. Aujourd'hui, il faudrait ajouter les instituts de sondage, qui sont plutôt des entreprises de sondage. Moi, quand j'entends les Français pensent que, je me dis, ouh là là, d'où ça sort? Si c'est un sondage, ça me paraît qu'un élément approximatif pour établir ce que les Français pensent. La conclusion à laquelle je suis arrivée, parce que je travaille depuis plusieurs années sur les questions de la démocratie, j'ai créé d'ailleurs avec mon co-auteur, mon Sancho Panza, André Bellon, une association qui s'appelle l'Association pour une constituante. Je ne pense pas qu'on puisse renouer avec le débat public et avec une vie démocratique constructive, libre et raisonnée dans le cadre des institutions de la Ve République. Je crois que toutes les tentatives à l'intérieur du système sont vouées à l'échec et que les expériences qui ont été menées sur diverses parties de l'échiquier politique depuis une vingtaine d'années confirment qu'à l'intérieur du système, de notre système institutionnel, j'entends, les expériences de refondation ou de renouveau sont vouées soit à la candidature de témoignage, c'est-à-dire bon, on fait un petit tour et puis tant pis pour le second tour, soit au reniement, c'est-à-dire qu'au second tour, on est obligé de passer des alliances avec des gens qu'on a caricaturés ou qu'on a attaqués au premier tour. Il me semble donc que pour répondre très précisément et clairement à la question, qui peut être à l'origine de cette refondation de la démocratie, de cette refondation du débat public, il me semble que ça ne peut être que le peuple en tant que, parce que peuple, c'est un mot qu'on met parfois à toutes les sauces, je veux dire par là le peuple en tant que communauté politique de citoyens libres. Il me semble que ça ne peut être que le peuple. Je pense en vous disant ça, quand j'ai dit le peuple, communauté politique, je pense à ce qui s'est passé le 29 mai 2005, qui est pour moi l'illustration du débat public libre et raisonné. Bon, on a été trompé par nos institutions, hein, mais puisque notre vote n'a pas été respecté. Mais on a vu, à l'occasion de ce référendum, qui était sur une question compliquée, que les citoyens, lorsqu'on leur pose précisément une question intéressante, même si elle est compliquée, ils vont prendre le temps d'aller à des réunions le soir, de lire des traités européens mal écrits, abscons, de discuter pendant des heures, et puis, au bout du compte, à les mettre, après avoir bien réfléchi et avoir discuté avec leur entourage, après avoir discuté avec leur entourage, mettre un bulletin dans l'urne pour trancher une question. Donc je ne vois pas de solution dans le cadre du système, je ne la vois pas dans le jeu politique actuel, pour les raisons institutionnelles que je vous ai décrites. Je pense plutôt à ce que les associations, les citoyens, le travail que je fais en ce moment avec vous, le travail que nous faisons collectivement ensemble en ce moment, me paraît plus fructueux pour reconstruire quelque chose que les énièmes stratégies d'alliance, de refondation de la vraie gauche ou de la vraie droite etc. Ça me semble plus fructueux parce que le problème de fond aujourd'hui, c'est de retrouver confiance en l'être humain, confiance dans le citoyen, confiance dans la capacité de l'individu à être autonome, libre, rationnel et solidaire. Et ça ne peut être que dans le cadre, je pense beaucoup à la vie communale, par exemple, et par capillarité, reconstruire la démocratie avec d'urgence l'élection d'une assemblée constituante en France. C'est-à-dire, si on pouvait remplacer la prochaine présidentielle par l'élection d'une assemblée constituante, ça me paraîtrait beaucoup plus propice à la refondation de la démocratie que toute autre tentative. Je vous donne mon avis, hein, on discute. Je Merci. partage Je mes vais passer la réflexions avec main vous. D'accord, pardon. Je vais passer la main à Bernard qui voulait intervenir quelques minutes.
Oui, ça m'est difficile de ne pas intervenir, les gens qui me connaissent le savent. Juste trois petites remarques par rapport à ce que tu viens de dire, Anne-Cécile, en remontant dans le temps. L'anecdote que tu viens de citer, qui est arrivée à ton père avec son inspecteur, ça m'a fait penser à un débat qu'il y a à l'heure actuelle, puisque des éditeurs veulent faire des versions modernisées des pièces de Molière pour qu'elles soient compréhensibles par un peu le même genre de public que celui qui était devant ton père à cette époque-là. Ensuite, le fait que, par rapport au micro-trottoir, deux axes. Il y a quand même des médias qui font autre chose que du micro-trottoir et qui font des enquêtes longues, argumentées, documentées. J'en citerai un, je pense que tu le connais, un mensuel qui s'appelle Le Monde diplomatique, il me semble. Et le micro-trottoir aussi, c'est un moyen de jouer sur la fibre sentimentale. Et là, je me permets de faire un petit coup de pub à un de tes précédents ouvrages, la stratégie de l'émotion, qui est bien quelque chose qui rentre parfaitement dans l'utilisation du micro-trottoir. C'est bon, je me tais. Élodie, je te rends la main et la parole. Merci. Alors, des questions qui arrivent encore. Il y en a 3, si je ne me trompe pas. Alors, je vais essayer de me remettre dans l'ordre. Donc, la quasi-disparition des partis politiques n'est-elle pas une ouverture pour les charlatans et vendeurs d'illusions à tout genre? Alors, les partis politiques des outils importants de la vie démocratique et leur rôle est même reconnu par la Constitution. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les partis politiques sont les seuls outils disponibles pour les citoyens qui voudraient se mêler de vie publique, de vie démocratique, et est-ce que les partis, dans leur forme actuelle, sont les seules formes possibles de partis politiques? Vous avez remarqué que depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est à ça que faisait allusion la personne qui a posé la question, on crée de moins en moins de partis, on crée des mouvements, à gauche comme à droite. Il y a une réticence à se qualifier de parti, parce que les partis sont un peu discrédités, que certains ont été plus des armées civiles. Hein, il y avait des conceptions, une petite émue qui concevait un peu les partis comme des armées dirigées de manière pyramidale. Donc effectivement, les partis politiques sont critiqués, sont remis en cause, et vous avez raison de vous interroger sur le point de savoir si leur disparition est un bien ou un mal, et si elle ne crée pas un espace pour des aventures un peu. Vous avez évoqué des charlatans. On pense, j'imagine que vous avez des gens en tête. Il y a des démagogues de tout poil. Alors je vous répondrai, et c'est pas une façon de botter en touche. Je suis pas persuadée que c'est un peu comme pour les réseaux sociaux, que les outils soient porteurs en eux-mêmes de valeur ou de sens. Vous avez un bon usage des partis politiques et un mauvais usage des partis politiques. Et encore une fois, la question, c'est le citoyen. Le citoyen, c'est-à-dire cet individu qui a des droits, mais aussi des devoirs envers la société, cet individu qui s'intéresse à la chose publique, qui est solidaire des autres, et qui aujourd'hui est marginalisé, humilié, je pense au 29 mai 2005, tourné en ridicule, méprisé. C'est aux citoyens que je pense. Et effectivement, vous avez raison, hein, je réfléchis parce que la question est dense. Le risque est grand dans des périodes comme la nôtre que les citoyens désespérés se tournent vers des charlatans, c'est vrai. Mais, j'hésite à la dire celle-là, mais pour moi,
Bon, je vais la dire comme ça. L'élection présidentielle est une élection charlatane. C'est-à-dire, il n'est pas possible, parce que là aussi c'est facile de dire il y a des méchants candidats ou des méchantes candidates, c'est trop facile. L'élection présidentielle est une élection charlatane parce qu'elle personnalise, elle individualise, elle caricature, elle personnalise, elle embrigade les citoyens. Et donc, en fait, même les mieux intentionnés deviennent aussi des charlatans. Je pense je ne citerai pas de nom, mais à des grands candidats de gauche qui voulaient refonder la gauche et la démocratie, qu'on a retrouvés dans Voici. D'autres qu'on a retrouvés faire des photos avec leurs enfants dans Paris Match. C'est du charlatanisme pour moi. Donc, je préfère les analyses systémiques, c'est-à-dire comment fait-on pour sortir d'un système qui abrutit les gens, les électeurs comme les candidats. Et pour ça, comment nous, en tant que citoyens, là, on peut renouer avec une certaine dignité de la pratique démocratique. Pardon, ma réponse est un peu longue, mais... Merci. Alors, la suivante risque d'être un petit peu plus courte puisque la question est vraiment très, très précise. Est-ce que vous pensez que le service national universel n'est pas un nouveau mensonge envers nos jeunes que l'on cherche à embrigader dans les forces de l'ordre? Alors, honnêtement, je n'ai pas étudié le contenu de ce nouveau service national, donc je serais bien en peine de formuler un jugement. Donc là, je suis un petit peu coincée pour répondre. Je vous dirais des généralités. Là, je peux vous faire un sketch de 10 minutes sur le service national, le regret que j'ai qu'il ait été supprimé par Jacques Chirac, mais je crois que ce n'est pas la réponse à votre question. Donc malheureusement, je ne suis pas assez informée pour faire une réponse intéressante à votre question. D'accord, pas de Je vous souci. prie de m'en excuser Alors, d'ailleurs. vous êtes tout excusé. La dernière question qui finalement pourrait peut-être résumer tout ce qui a été dit et tout ce que vous nous avez présenté. Est-ce que finalement mentir n'est pas plus facile? Est-ce que mentir est plus facile? Elle est marrante cette question, je n'avais pas pensé à ça. Si on n'a pas de conscience, certainement. Et puis c'est toujours pareil, ça dépend à qui, quand et comment. Là, je dirais, et ça rejoint un peu ce que j'écris aussi dans le livre, je ne crois pas que le mensonge et la vérité soient des choses absolues, comparables au bien et au mal. Euh, le mensonge, comme vérité, c'est quelque chose de relatif. C'est lié déjà à la construction sociale, comme j'évoquais tout à l'heure, mais c'est lié au lien entre les personnes. Il y a des cas où on est obligé de mentir. Je relisais hier des articles sur Lucie Aubrac, quand elle a menti, sauvé son mari, elle a menti à la commandanture en faisant croire qu'il l'avait abandonnée, etc. Bon, voilà, c'est un mensonge vertueux. Alors, c'est sûr que ça intéresse. Hein, vous savez que Emmanuel Kant, Benjamin Constant ont réfléchi sur la question du mensonge vertueux. Mais est-ce que c'est plus facile? Je dirais ça dépend qui, ça dépend quoi. Je pourrais faire une réponse personnelle en vous disant que je déteste mentir. Je déteste ça. Et je ne suis même pas capable de mentir à quelqu'un qui est en train de me mentir. Après, je pense que c'est lié à chacun à sa conscience et j'imagine son rapport à la vérité. En tout cas, en tant que citoyenne et du point de vue de la vie démocratique, la vraie question pour moi, c'est reconstruire l'espace public. D'accord. Alors, on a fait, je pense, le tour des questions. Je m'excuse par avance si certains commentaires ou si certaines questions m'ont échappé parce que le débat a été très riche dans le chat. Ce n'est pas toujours évident de le suivre. Je vous remercie encore pour votre intervention. Je vais passer la parole à Bernard pour peut-être le mot de conclusion.
Bernard? J'arrive, le temps de réactiver le micro. Merci Elodie, merci à Dany qui a été dans l'ombre, très efficace. Merci bien entendu à Anne-Cécile qui a été toujours pertinente comme à chacune de ses interventions, en espérant la revoir en chair et en os avant la fin de l'année, avant 2022, pour une nouvelle conférence. J'ai cru comprendre que tu avais un livre en préparation, mais secret, défense. Si vous avez été frustré encore de ne pas avoir le temps ou l'idée de poser une question, n'hésitez pas à le faire par écrit sur le site des Amis du Diplôme, de l'Aude, de National ou des Amis du Diplôme d'Aix-en-Provence, avec l'adresse que vous trouverez sur nos sites. Qu'est-ce que je peux dire de plus? La conférence a été enregistrée, elle sera en ligne d'ici quelques temps, une fois qu'elle aura été mise au propre, un peu montée, sur le site des Amis du Diplôme national et de l'Aude. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Écoutez, merci. Prochain rendez-vous en ce qui nous concerne, ce sera le 27 mars avec Pierre Coursalis qui nous parlera autour de son récent ouvrage à vos... Ah, j'ai plus le nom. Pardon. À la prochaine, de mai 68 au Gilet jaune. Merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt sur ce même écran. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, Dany est parti déjà, il a vite disparu. Cette fois, il s'échappe. Oh, attends.